Pour la 5e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 6 au 9 décembre 2022. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle ». Placé sous la présidence effective de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'économie, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel, des universitaires et des centaines d'étudiants en médecine et pharmacie, ainsi que des jeunes innovateurs. Cette 5e édition du forum, avec 1500 participants, sera organisée en format présentiel et virtuel avec, du 6 au 9 décembre 2022, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le vendredi 9 décembre 2022 se tiendra une cérémonie en présentiel au cours de laquelle, pour la seconde fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 6 au 9 décembre, le Forum Galien Afrique fait de Dakar la capitale africaine de la santé, de l'innovation et de la recherche. All right, so a very good afternoon to all of you for joining us this afternoon. Merci d'être venu cet après-midi pour cette session importante, session sur l'équité, l'égalité. How do we make actually financing not only accessible, but also taking into account the equity question that you heard this morning? So we are delighted to have for this session different perspective, which you will hear over the course of our conversation, not only focusing on the challenges, but also walk us through some of the solutions that we can actually explore to begin to think about solutions going forward. I am delighted to have on this panel, first of all, some of the government perspective. We'll hear from the Minister of Health of Cape Verde to give us the perspective of the government. We are delighted to have my good sister from Senegal, who is the Minister Advisor to the President of Senegal, giving us as well the perspective of the government of Senegal as well. And we have Dennis Brown, who works for a foundation, giving us also both the nonprofit and the civil society perspective. And last but not least, Professor Kato, who is the Director General of the Canada and the Cape Convergence Institute for Translation and Regenerative Engineering. He will tell a little bit more about it in his presentation, but more importantly, give us the academic / what I call research perspective in the conversation. So to get us started, I'm going to invite a good friend here to my right, Dennis, just looking at equity in the sense of universal access to health, and just walk us through some of the challenges that you see in terms of the reforms that need to be undertaken to make that equity and accessibility a reality. So walk us through some of the reforms as you see them. Chair, ça marche ça? It works? OK. Bon, si ça ne vous ennuie pas, je vais vous parler en français. Mais j'espère que ça ne va pas vous être trop difficile. Merci bien. Bon, je vais parler français donc. Alors, I'm going to... parce que nos interventions doivent être courtes et nous avons promis d'être brefs. Quand on parle de couverture universelle, on parle de couverture et on parle de universel. Et ce n'est pas toujours très clair. Quand on parle de couverture, il faut que ce soit une couverture physique et avoir accès à des structures. Il faut que ce soit des soins qui soient disponibles, qu'il y ait une fourniture de ressources, de consommables, de médicaments, de ressources humaines. Il faut qu'il y ait des talents disponibles, des budgets disponibles.
et des places disponibles pour ceux qui ont besoin d'accéder. Cet aspect de la couverture qui doit être vraiment complet est quelque chose qui est souvent difficile à mettre en place dans les pays à faible revenu et il y a parfois des objectifs qui sont trop ambitieux par rapport aux moyens qu'on peut mettre derrière. Et puis, il faut que cette couverture soit universelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle couvre toute la population, pas seulement ceux qui disposent d'une assurance, pas seulement ceux qui sont riches, pas seulement ceux qui sont membres de la population urbaine, mais vraiment l'ensemble de toute la population. Et c'est seulement quand tout le monde est couvert qu'on peut parler de couverture universelle. Donc, la plupart des pays africains actuellement sont en voie d'aller vers la couverture universelle. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont les avantages qu'on en retire. Et on peut déjà commencer à comprendre qu'est-ce qui est arrivé aux pays qui ont développé une couverture presque universelle ou parfois complètement universelle, en particulier dans les pays d'Amérique latine. Le résultat, ça a été qu'il y a une réduction majeure de l'écart entre les riches et les pauvres en ce qui concerne les résultats de santé et en ce qui concerne l'utilisation des services. Dans certains pays d'Amérique latine, en ce qui concerne la santé maternelle et infantile, il n'y a quasiment plus de différence entre le premier et le 5e quintile de revenus grâce à la mise en place de l'accès universel. Alors, qu'est-ce que les pays qui ont réussi ça ont fait? Il faut bien voir qu'il y a toute une série de mesures qui doivent être prises, qu'elles soient organisationnelles, institutionnelles, financières. Mais je crois qu'il y a 5 aspects vraiment importants pour arriver à cet accès universel. Il faut d'abord définir parfaitement quels sont les services qui sont disponibles pour les bénéficiaires. Définir le paquet de services, c'est la première chose. La deuxième, avoir mis en place un système d'inclusion pour les plus pauvres et pour les plus vulnérables. Il n'y a pas de couverture universelle sans ça. La troisième, et c'est absolument essentiel, c'est d'avoir amélioré l'efficience de la délivrance des soins et de la prévention, c'est-à-dire obtenir une meilleure productivité de l'argent, du budget qu'on met dans la couverture universelle. La quatrième, c'est avoir mesuré et résolu, au moins en grande partie, les problèmes de performance des soins de santé primaires. Parce que la couverture universelle s'appuie sur les soins de santé primaires. Et puis enfin, et ça on l'oublie parfois, c'est qu'ils ont assoupli leur mécanisme de financement de façon à permettre d'aligner les incitations financières et les objectifs de santé publique. Des mécanismes de financement trop rigides ne permettent pas cela. Et ceux qui ont bien réussi en accès universel ont mis en place de telles mesures. Juste quelques mots très rapidement sur la question d'équité, puisqu'elle est quand même au centre de notre débat cet après-midi. On dit l'égalité, on peut la décréter. Le législateur peut voter l'égalité devant les soins. Mais l'équité, ce n'est pas la même chose. L'équité, il faut la mesurer, il faut aller la chercher. Et à ce moment-là, il faut prendre des mesures supplémentaires pour arriver à l'obtenir. Donc, l'équité, c'est vraiment quelque chose de plus compliqué que l'égalité dans l'accès universel. Ce qu'on sait, c'est qu'avoir une distribution des ressources équitable ne garantit pas l'équité. L'équité, c'est l'utilisation des ressources équitables. Et il y a vraiment une grosse différence. On croit qu'on a mis l'argent et les ressources et ça suffit pour obtenir l'équité. C'est au niveau de l'utilisation que ça se fait. Un des grands problèmes qui s'est posé, par exemple, dans des pays qui ont un accès universel, c'est les plus pauvres n'ont pas accès ou ne cherchent pas accès aux services de diagnostic pour les maladies chroniques, sont diagnostiqués plus tard pour les cancers que tous les autres, par exemple, alors que ces services sont disponibles. La disponibilité n'entraîne pas l'équité. Une chose importante, c'est que les mesures positives qui permettent d'augmenter la demande, c'est par exemple de la promotion des soins, les soins gratuits pour les enfants, éventuellement des subventions pour certaines actions de santé publique. Ces actions qui jouent sur la demande ont beaucoup plus d'effet en matière d'équité que les actions sur l'offre. Augmenter l'offre de soins, en général, profite aux plus riches. Augmenter la demande et la promotion permet d'obtenir une meilleure équité. Voilà, ce sont les points les plus importants que je voulais soulever dans une intervention que j'espère est restée pas trop longue. Merci beaucoup, Denis, pour avoir campé le décor.
principalement en nous rappelant les principes de succès pour réussir une politique d'équité. Je vais peut-être m'adresser à vous, Madame Aïssatou Cissé. Vous êtes ministre conseiller du président de la République du Sénégal. Vous êtes romancière, vous êtes poète, vous êtes activiste, beaucoup de casquettes. Et je voulais qu'on parle un peu du contexte sénégalais pour nous éclairer un peu sur le principe d'équité, mais aussi les égalités de chances dans le contexte sénégalais. Partagez avec nous votre expérience sénégalaise. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais saluer tous les membres du panel et les personnes ici présentes. Voilà. Dans le contexte sénégalais, je voudrais d'abord m'avancer sur la cible la plus vulnérable au Sénégal, que sont les personnes en situation de handicap. Comme la loi d'orientation, qui est un instrument juridique très important pour justement arriver à une certaine équité dans tous les offres de services, justement, et qui dit que par personne handicapée, on entend toutes les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut porter atteinte à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité. Partant de cette définition de la cible, justement, qui pendant très longtemps au Sénégal ne bénéficiait pas de couverture sanitaire vraiment très, très correcte. On les voyait plus chez les guérisseurs, chez les marabouts, plutôt qu'à l'hôpital. Aujourd'hui, avec la couverture sanitaire, justement, nous avons la possibilité de dépasser cet acte qui est l'absence de couverture pour beaucoup et qui amène ces personnes à aller vers les postes de santé, vers les hôpitaux publics et tout cela parce qu'elles sont détentrices de ce qu'on appelle la carte d'égalité des chances. Justement, cette carte est un instrument d'équité qui permet à la personne détentrice de pouvoir bénéficier d'offres, que ce soit au plan sanitaire, que ce soit pour l'éducation, la santé, etc. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, il s'agit de la couverture sanitaire universelle et cette carte permet à ces personnes de pouvoir se soigner leur famille. Et le Sénégal a mis beaucoup de l'argent sur les cartes d'égalité des chances, au même titre que les bourses de sécurité familiale qui leur permettent, et avec leur famille, de pouvoir bénéficier de soins. Mais malheureusement, l'impact le plus probant, c'est la réadaptation. Parce que quand on parle de handicap, il y a l'appareillage, il y a certains soins pour les albinos qui ont besoin de crème et qui sont très souvent dans une situation précaire de pauvreté, etc. Et c'est là où vraiment nous aurons besoin que l'équité puisse être beaucoup plus accentuée pour leur permettre de pouvoir bénéficier de ces outils essentiels que sont la réadaptation avec les appareils orthopédiques qui sont très coûteux et que la carte d'égalité des chances ne peut pas prendre en charge, ainsi que les détenteurs de la couverture sanitaire universelle. Elle ne couvre que des soins primaires ou autres, mais ne prend pas vraiment en charge d'autres qui sont liés à la maladie, à l'incapacité et aussi de façon générale au handicap. Je voudrais m'arrêter là en attendant d'autres questions. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci beaucoup. En fait, une autre question, peut-être pour aller dans le même sens, dans le contexte du Sénégal, quand vous regardez le budget national, l'allocation des ressources financières,
Est-ce que la question d'équité dans la couverture de santé universelle, comment est-ce que vous le voyez dans le contexte sénégalais, dans l'allocation des ressources, pour s'assurer qu'il y a de l'équité? Absolument. Le modèle sénégalais vraiment prend en compte les besoins au plan sanitaire des détenteurs de la carte. Il y a déjà au niveau du ministère en charge de l'équité territoriale qui prend en charge aussi ces questions-là sur d'autres paramètres, mais qui ne sont pas encore ceux liés à la réadaptation qui nous vient le plus souvent par rapport à la demande. Mais sinon, les personnes handicapées, la personne qui détient la carte peut, avec cette carte, aider sa famille à bénéficier de soins, comme les enfants de 0 à 5 ans, comme voilà, les femmes enceintes et qui sont en situation de handicap, qui accouchent par césarienne, qui ne paient pas. Tout ça, ce sont des mécanismes d'équité qui permettent aux citoyens sénégalais qui sont vulnérables de pouvoir vraiment se soigner sans problème. Merci. On va passer du Sénégal au Cap-Vert pour avoir une autre perspective de gouvernement. Et on a le plaisir d'avoir parmi nous la ministre de la Santé du Cap-Vert, Madame Philomena Gonçalves, qui est juriste de formation aussi, en plus d'être ministre de la Santé, pour partager avec nous l'exemple du Cap-Vert, qui a quand même une longue tradition dans le domaine de la couverture de santé universelle, et partager nous cette expérience de manière générale, mais surtout comment le financement se fait pour s'assurer donc de l'équité. Madame va s'exprimer en portugais. On a la chance d'avoir sa conseillère qui est parmi nous et qui va traduire en français pour nous permettre de se comprendre. Madame la ministre. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Merci. Antes de mais, quero aproveitar para agradecer o convite que nos foi enviado e também parabenizar esta iniciativa, porque nós sabemos que no contexto pandémico. Antes de mais, avant tout, nous remercions l'invitation que nous a fait parvenir. No contexto pandémico, a questão de saúde, cobertura de saúde universal é fundamental. Dans le contexte des pandémies, la question de couverture universelle de la santé est fondamentale. A saúde é direito fundamental consagrado na Constituição de Cabo Verde. La santé est un droit fondamental consacré sur la Constitution de la République du Cap-Vert. E é responsabilidade do Estado fazer tudo para que este direito seja de facto garantido a todo e qualquer cidadão. Et c'est à l'État de faire à ce que ce droit soit réjoui par tous les citoyens. Há mais do que uma década que o Estado de Cabo Verde percebeu bem que tinha que investir e apostar nos cuidados universais de saúde. Há plus d'une décennie que le gouvernement du Cap-Vert a compris qu'il devait investir dans la couverture universelle de santé. Isso primeiro porque nós somos Estado insular, ou seja, Estado de ilhas. Pour cela, ça à cause, parce que le Cap-Vert c'est un pays archipélagique composé par des îles. Isso nos obrigou a sermos resilientes para podermos fazer a cobertura universal. Et cela nous a mis pour être résilients par rapport à la couverture universelle de la santé. O Estado de Cabo Verde vem feito conjunto de investimentos, nomeadamente em termos de financiamento pelo Estado, investimentos nas infraestruturas, no capital humano. Le gouvernement est en train de faire des investissements dans des infrastructures de la santé, dans des ressources humaines. E, sobretudo, em termos de recursos humanos, nós temos uma experiência boa que tem que ver com as unidades sanitárias de base, que vai ao encontro de cada pessoa, esteja onde ela estiver. Nous avons investi dans le capital humain avec la formation des agents de santé communautaire
qui apportent les soins de santé, surtout de la prévention auprès des personnes là où ils sont. Também tomamos uma medida que vem em encontro daquilo que a colega do Senegal disse, que tem que ver com a implementação da taxa moderadora, que abarca de uma forma universal todas as pessoas que necessitam, portadores de deficiência ou não, todas as pessoas que não tenham meios suficientes para cobrirem as despesas com a saúde. Nous avons pris des mesures par rapport au niveau des tableaux des prix de santé qui sont payés aux structures de santé. Et cela, ça vient de rencontre avec ce que mon collègue sénégalaise vient de dire. Cela veut dire, par exemple, que les gens qui doivent payer pour les soins de santé. Também nós adotamos há muito tempo a experiência da telemedicina e neste momento nós já estamos a caminhar para o investimento na segunda geração de telemedicina. Por causa da nossa condição arquipelágica, cedo nos apercebemos que só com a telemedicina, uma pessoa que esteja num lugar mais distante, numa ilha que não tenha um hospital central, possa ser acompanhada por um especialista. Nous avons investi dans l'utilisation de la télémédecine. C'est une innovation majeure qui aide le Cap-Vert à atteindre la couverture universelle en santé parce que ça montre qu'une personne là où elle est, elle puisse avoir accès aux soins de santé. Esta medida, todas essas medidas foram implementadas porque o ponto de partida do Estado de Cabo Verde, de todos os governos de Cabo Verde, é a dignidade da pessoa humana. E nós, os políticos, quando vamos definir uma política e implementar uma política, a nossa aspiração é, por exemplo, no setor da saúde, o medicamento que eu desejo para os meus filhos, caso tenham necessidade, utilizarem, para que qualquer criança, esteja onde estiver no país, possa também utilizar em pé de igualdade. Toutes ces mesures ont été prises parce que le gouvernement du Cap-Vert a en but la dignité de la personne humaine, parce que c'est nous les politiciens, nous avons des médicaments que nos enfants peuvent prendre. On veut aussi que chaque enfant, là où ils sont, il peut se prendre ce médicament aussi. Obrigada pela vossa atenção. Je vous remercie. Thank you. Obrigado. Merci beaucoup. We're going to move away actually from Cape Verde and Senegal and move to the US. And we're delighted to have Professor Cater with us, who has different hearts. And let me start by listing the long list of hearts that you bring to the table. As an American engineer, a physician, a scientist, an innovator, and a professor, I think the question really that we're interested in looking at different races, different greeds and borders. There's a sense that there is the issues of equity can actually transcend the different races and different borders. So just walk us through your experience on that, and particularly in the context of the US, so we can see some of the best practices that you could share with us. Over to you, Professor. Thank you very much. Thank you. I just first want to thank our distinguished moderator for putting together the panel. Also, the distinguished members of the committee. I use slides because I think maybe it's more visual in terms of being able to see things. I'm going to when I raise my hand, we can keep moving the slides. They move pretty quickly. We can keep going. I'm at the University of Connecticut. I'm Professor Lorenzen in orthopedic surgery and also in engineering. You continue. At the same time, keep going with the slides. You can just move through them. Please move through them. Also, my talk is also, my points are informed by the fact I'm editor-in-chief of the Journal of Racial and Ethnic Health Disparities, which is the #1 journal in the world in health disparities. I'm also a consultant for Johnson & Johnson on health equity and innovation challenge. And so, but I like the points I'd like to make are that I'm also informed by two things in terms of health equity. You can just keep going in terms of looking at health coverage. Keep going. In terms of providing my brief thoughts, keep going. They're informed by two things. One is that I've received the Spingarn Medal, which is the highest honor for a Black person in America. So I'm deeply involved in terms of thinking about what's going on with Black people in America. And I'm very proud to receive that last year. At the same time, you can keep going. At that same time last year, I was very honored to come to
Senegal to meet President Macky Sall for our first pre-Gallian conference. And again, inspired by the work that's being done in public, I want to thank President Macky Sall for his work in terms of moving forward. Keep going. So how do we achieve health equity and universal health care coverage? It's a typo that should have been changed. Keep going, please. Keep going, please. So these are the points I think I want to make. Number one, you have to work together. From our American experience, we've learned you have to work together in order to be able to move forward in terms of as a country and also as a continent. The second is engage all stakeholders that are involved. You have to engage all stakeholders. Now, the Lorenzen definition of stakeholder is someone that can drive a stake in your back while you're trying to achieve your goals. That's the Lorenzen definition of a stakeholder. Better together than best apart. I have a friend who is his favorite saying, meaning that you should think about universal health coverage as UHC 1.0. It's not going to be perfect, and no one's going to get what they want, but it's important to start somewhere. And the fourth is to own what you produce. In other words, whenever a country comes out with something, you'll say, "Hey, listen, it's bad. We know, but we're going to do it." No, you have to move forward with it and put the best foot forward and own it as yours. Two other points, and those are partly from the American experience, but two other points from the African experience. Next. Keep going, please. And this is a paper I wrote in terms of the Journal of Racial and Ethnic Health Disparities when we first started getting data about COVID-19. And the paper is, "We are the first to applaud you regarding your efforts in COVID-19, a message from the African diaspora to our brothers and sisters of Africa." And in that paper, I actually applauded the continent of Africa. The reason why the numbers of COVID cases are lower in Africa than the rest of the world is not by accident. It's because of the fact that the continent works together better than any other continent in the world, much better than the United States. And using that ability to work together is very, very important. And it's the reason why the COVID deaths and cases were lower in Africa than anywhere else in the world. Next slide. Next, please. And so using your strengths is important, because that's one of your major strengths that you have, that the continent has. Next. Keep going, please. And then the next is rely on science and evidence-based decisions. Rely on science. Don't do anything based upon this is what we do culturally, this is how we do it in this part of the continent. Rely on science and evidence-based decisions in terms of universal coverage. If you do so, you'll be able to create systems that can transcend borders. I won the UNESCO award for life sciences for the continent of Africa about 2 years ago. When I addressed the Organization of African Unity, I said, the African tradition is science and science is in the African tradition. Use that science, that tradition of science that we have on the continent in terms of guiding you in terms of universal health coverage. You can keep going. One more, please. All right, those are my comments right now. Thank you. Thank you very much, Professor Cato. And I'm particularly keen by the last comment that you made about just make evidence-based decision as opposed to a decision not based on data. And that's how you make informed decision as well. Now, this is the deal. We don't have a lot of time before we actually head to the office of president. I was reminded by Dennis. If I can just take 1 or 2 questions maximum, and then we can go back and listen to our speakers for 30-second conclusion, and then we can wrap up. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps avant d'aller à la présidence pour qu'on puisse conclure et passer à l'audience chez le président. So no questions. All right, so let me just start with Dennis very quickly. Based on what we said so far, je me souviens, la question c'est en français, c'est ça? Parfait. So my question to you, you talked about the best practices, you talked about some of the challenges. If you want us to take away 1 or 2 messages from this conversation, what would it be? Well, certainly. Go ahead, I can hear you. Merci. Pour arriver à l'équité, il faut savoir. French or English? Please tell in English. You're going to French. C'est pas grave, je suis en français. Pour arriver à une question d'équité en matière de couverture universelle et d'accès aux soins,
il faut mesurer cette équité. Il faut arriver à comprendre pourquoi il y a des différences dans la façon dont les gens utilisent les services, dans la façon dont ils ont accès, dans la façon dont ils les perçoivent. Et pour ça, il faut aller mesurer, est-ce que c'est une question d'âge? Est-ce que c'est une question de milieu socio-économique? Est-ce que c'est une question de culture, de tradition, etc. Et à ce moment-là, on est capable de prendre des mesures spécifiques qui vont permettre d'améliorer cette équité. Sinon, on va se retrouver avec un système dont on aura pris le grand soin pour qu'il soit égalitaire, pour que tout le monde ait à peu près le même type de contribution en fonction de leurs moyens financiers, qui est normalement le même accès théorique. Et on verra qu'en pratique, en fait, ça n'a pas l'impact sur l'amélioration de la santé qu'on voudrait parce que cette dimension de l'équité n'a pas été prise en compte. Donc, il faut mesurer l'équité, il faut aller demander aux gens, il faut vraiment s'impliquer ailleurs que dans les aspects bureaucratiques. Et puis, il y a une deuxième dimension qui manque souvent dans les pays africains, en règle générale, c'est qu'il faut avoir des institutions qui sont fortes pour gérer l'accès universel. Et c'est difficile. Ce n'est pas seulement la gestion financière, c'est également toute une série d'institutions qui doivent être là en place au niveau de l'éthique, au niveau de l'accès, au niveau de la collecte et de l'utilisation des données. C'est quelque chose qui est compliqué. Merci. Voilà. Merci, Denis. À Aïssatou, Madame la ministre, je me tourne vers vous dans le contexte du Sénégal. Est-ce qu'il y a un ou deux messages que vous souhaiteriez partager avec nous comme le message de la fin? Merci, monsieur le modérateur. Oui, je voudrais vraiment contribuer à délivrer quelques messages pour relever certains défis par rapport justement aux personnes en situation de vulnérabilité et aussi les indigentes qui peuvent vraiment participer au niveau des mutuelles à la conceptualisation d'un système de compréhension des mutuelles pour comprendre comment le financement par rapport à la couverture sanitaire peut être amélioré parce que nous avons au Sénégal des personnes handicapées qui sont dans les mutuelles de santé pour justement servir d'autres qui ne comprennent pas. Nous sommes dans un contexte assez particulier où il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été à l'école, qui ne comprennent pas et qui sont beaucoup plus tournés vers l'indigénat, vers les marabouts, les praticiens et autres. Justement, c'est pour ça que l'État du Sénégal a inséré dans beaucoup de mutuelles des personnes vulnérables et d'autres en situation de handicap pour non seulement comprendre le système de couverture sanitaire, elles-mêmes, elles participent à donner des solutions par rapport au financement parce qu'elles comprennent à partir de là que c'est très compliqué de soigner sans frais et aussi par des systèmes de cotisation. Il y a des familles qui participent au niveau communautaire. C'est pour cela que j'insisterai beaucoup à aller au niveau communautaire pour mieux accompagner les populations à pouvoir vraiment comprendre le système de santé, à pouvoir aider à l'améliorer parce qu'elles peuvent le faire par des cotisations. Je crois comprendre qu'au Sénégal, les familles cotisent 1000 francs ou 1500 et c'est l'État qui prend 3500 ou voilà le reste. Donc, vraiment, à ce niveau-là, je voudrais vraiment que non seulement l'information passe par rapport au système de couverture sanitaire, mais aussi que la participation communautaire puisse avoir un impact assez positif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la ministre. On va quitter du Sénégal au Cap-Vert. Madame la ministre, les messages de la fin, quels seraient quelques messages ou un seul message, si vous pouvez vous partager avec nous. Merci. Je vais utiliser mon français pour dire qu'on doit utiliser notre force car nous sommes sur un continent
fort et nous avons des ressources. On doit garder toujours l'esprit des questions de l'humanisation et on doit surtout, voyez-nous, dans les autres. L'éducation et la promotion sont essentielles. Merci de votre Merci attention. beaucoup. Cato, what take away from this conversation? Well, the takeaway would be I just want to just give a bit of the Obama experience in terms of what happened when we were, working on healthcare. Put up the slides if you could, go down to 16. So when we were working for universal healthcare in America, we learned a number of different things. And I'll answer the question. For one, if you can go ahead and click on it. And just move through it pretty quickly if you could. Just move through them quickly. Go ahead. Keep going, please. Keep going. Keep going, please. I'm sorry, I don't have a clicker. So number one was work with existing systems. And so what happened was that during the Clinton era, there was an attempt to create universal health care and it didn't work well, probably because they wanted to create a brand new system that would, in terms of healthcare. But President Obama decided to work with existing systems and existing healthcare companies, existing pharmaceutical companies to make it work. So working with existing systems is important. Next slide. The next thing was that not everyone will be with you and some will be against you. Keep going, please. No, you went backwards. Keep going, please. Not everyone will be with you and some may be against you. And so it's going to take courageous conversations and courageous work to make it occur, because believe it or not everyone is actually into having universal health care. For everything you want to do, there may be some people who are against it. Next. So President, one of my sayings is you never know how strong you are until strong is your only choice. And that's what President Obama exhibited when he was president. Next slide. And so in March of 2020, he signed major healthcare legislation into law that created what is our healthcare system, our universal healthcare system as it is. Next slide. And the point is, as I've said before, you have to own the endpoint. And the example I give is with President Obama. People tried to denigrate the plan and the healthcare plan, and they started calling it Obamacare as a way to be derogatory. They started saying it's Obamacare, and so he then owned it and said, "I like that." Next slide. I am going to call this Obamacare, and from then on, all the critics who said, "Oh, this is Obamacare, this is bad," they had to face the fact that President Obama was calling it Obamacare and saying it was great. And that was a major area. Next slide. And what's been the results? Just to tell you what the results of the healthcare plan. 1 minute. Next slide. What we have found is that improvement in health, especially for Black and brown communities, has taken place all through America with healthcare. So the work that you're doing and the work you're trying to do is worth it, because that's the end point. Thank you. Thank you very much. A lot of good takeaway, and the challenge for me is to remember all those takeaway, and let's get started. So I think number one takeaway is just to make sure when we talk about equity, it has to be measured. Otherwise, you could never know actually you being impactful when you come to equity. So measuring equity is as important as talking about equity, as Bonas said. I think second, in order to keep it sustainable, it's very important to have the right institution in place, so that institution will make sure at least you can keep it sustainable. So institutional capabilities is extremely important in dealing with equity. I think third message, let's also take into account there's some vulnerable communities, in this case, in the case of Senegal, whereby when we discuss equity, it's not a one size fits all. The community requires some special attention. It's important that we look at this at the community level, so no one is actually left behind, and as in the case of Senegal. I think from a career perspective, whatever we do, training and education is extremely critical, and making sure at least we have the right advocacy, but also make sure we can reach all the key stakeholders. And from the US, I think the message of that, let's not reinvent the wheel. Let's work with the existing system, the existing institution, so you can get the result as quickly as possible.
not everyone is actually going to be with you. And at some point, you just have to own up to the reforms that you want to undertake, like in the case of Obamacare, so that you can begin to see some result as well. So as you could see from this conversation, it's not a one size fits all, but I hope to the different perspective you heard from Senegal, from Dennis, from Cato, from Cape Verde, you can get a sense that, as they often say, we all have to work together to deliver on this, otherwise it's not going to happen. So it's been delightful to be the chair of this session, and I hope you enjoy the session as much as I did and hear different perspectives. So thank you very much, and join me, give a round of applause to our speakers here. And just when we were about to leave, I was told that the video of Moiety is actually available. How long is the video? Combien de temps? All right, this perfect time to wrap up. On va écouter donc la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour la région. Thank you very much, guys. Thank you. Your Excellency, Macky Sall, President of the Republic of Senegal, Professor Awa Marie Coll Seck, Minister of State to the President of the Republic of Senegal and President of the Ghanaian Association Africa, Excellencies, colleagues, friends, brothers and sisters. When I assumed office as the WHO Regional Director for Africa, I made universal health coverage my top priority. COVID-19 has shown the importance of building resilient health systems that ensure health security and deliver universal health coverage with preventive, promotive, and curative services. This is to say, this forum's theme is dear to my heart. In the WHO African region, we celebrate improvements over the past 2 decades. The UHC Service Index improved from 24 to 46, the maximum being 100, between the year 2000 and 2019. However, underfunding of African health systems persists. 36 of the 47 member states spend less than the WHO estimated requirement of $112 per capita to fund an essential package of health services. As a result, reliance on payments at the point of care exacerbates inequities. Furthermore, 28 of the 47 member states fund more than a quarter of their current health spending through direct payment at the point of care. This drives inequity by impacting worst the poor, who use various coping strategies, including going into debt to deal with healthcare costs, or they postpone seeking care with sometimes devastating effects. Inefficiency in resource allocation and use also compounds the situation. 1 in every $5 spent on health is lost to inefficiency. Despite the commitment to primary health care, per capita expenditure on this is low in some countries, as low as $15 per capita in South Sudan, although fairly high in Botswana, for example, at $267 per capita. Hospitals account for significant health expenditures, but access to these is limited. Only 33% of sub-Saharan African countries reached the international benchmark of more than 80% of their populations living within 2 hours of travel time to the nearest hospital. The distortions in referral lead to further inefficiency as minor cases that can be managed at lower levels of care end up at the hospital. Dependence on external funds for health services persists. External aid as a percentage of current health expenditure has averaged over 30% in the last 10 years, although it is over 50% in South Sudan and Mozambique, for example. External aid has been important in addressing critical resource shortfalls and supporting countries to sustain coverage with priority interventions. However, continued reliance on external resources is a threat to the sustainability of these interventions. From the foregoing, I encourage 4 action points. First, increasing public spending is essential.
we note that countries recording minimal financial hardship have their health systems predominantly funded by the government, for example, Botswana and Seychelles. Evidence-based advocacy with ministries of finance, exploring innovative financing mechanisms like taxation on tobacco, sweetened beverages, and alcohol, for example, and ensuring efficient spending are major considerations. In fostering prepayment mechanisms through insurance schemes, the provision of subsidies to enable the enrollment of the poor is critical. For example, Rwanda has attained an insurance coverage of 92.3%. The provision of subsidies in Rwanda enabled the enrollment of the poor in community-based insurance schemes. Then, leveraging private funding for health to finance universal health coverage. Private expenditure on health in Africa averages 45% of current health expenditure, per capita average of $54 and as high as $361 in Mauritius. The private sector played a fundamental role in the response to the COVID-19 pandemic and left us some lessons. Exploring effective service delivery models that provide needed care but also target benefit packages to meet the health needs of the vulnerable and ensure sustainable access to medicines, which is the main driver of out-of-pocket payments. And finally, at the national level, we need to look beyond the quantity of funding to what is funded, striking a balance between primary and tertiary healthcare and addressing the cancer of out-of-pocket spending. The skewed investment patterns need to be addressed as these drive inequalities. Non-communicable diseases, for example, account for only 13% of health spending in low-income countries, despite the rising burden. Our success will be measured by more women accessing modern contraception, vaccination levels going up, more people living with HIV accessing antiretrovirals, more people at risk of malaria sleeping under insecticide-treated nets, an end to the burden of non-communicable diseases, including mental health and other conditions such as polio. Through solidarity and equity, we can reach UHC together. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Moeti, as eloquent and committed as always. And through solidarity, we can actually access or achieve our objective under universal health. So on that note, that brings to the end of our session. And thank you very much for your time and your energy. And we look forward to seeing you next year, same place, same time in Dakar for another Gallian Forum. So thank you very much. Merci beaucoup. Pour la 5e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 6 au 9 décembre 2022. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle ». Placé sous la présidence effective de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'économie, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel, des universitaires et des centaines d'étudiants en médecine et pharmacie, ainsi que des jeunes innovateurs. Cette 5e édition du Forum, avec 1500 participants, sera organisée en format présentiel et virtuel avec, du 6 au 9 décembre 2022, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le vendredi 9 décembre 2022 se tiendra une cérémonie en présentiel au cours de laquelle, pour la seconde fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 6 au 9 décembre, le Forum Galien Afrique fait de Dakar la capitale africaine de la santé, de l'innovation et de la recherche.